Ça va être la dernière plénière et on a demandé donc à Monsieur Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable et de la RSE du groupe Bouygues. Vous avez certainement entendu parler de lui, on l'entend beaucoup en ce moment dans des événements. Il a écrit un livre qui s'appelle «L'entreprise contributive». Il va certainement nous en parler. Et il est par ailleurs président du collège des directeurs du développement durable, qui regroupe beaucoup de directeurs de développement durable du monde de l'entreprise notamment. Est-ce qu'on a avec nous Monsieur Fabrice Bonifay? Coucou. Ah, très bien. Vous nous entendez bien? Parfait. Super. Bon, on est très heureux de vous avoir avec nous pour cette conclusion. On vient de passer donc 2 jours dans le Palais de la Bourse de Bordeaux avec une trentaine d'exposants, acheteurs privés, acheteurs publics, grands groupes, ETI, un peu de PME aussi. Et évidemment, on essaye, vous l'avez compris par ce nom Néo Business, d'imaginer ce que peut être demain en région, la façon de penser des achats responsables, une décarbonation de l'économie et de se mettre d'une certaine manière toujours plus en ordre de marche avec les entreprises de la région pour accompagner le changement qui, on le comprend bien, commence à être plus que nécessaire. Et donc, on avait envie d'avoir votre éclairage, votre avis. On sait que vous avez écrit, je l'ai apporté, et d'ailleurs tous nos exposants auront ce livre, L'entreprise contributive, avec eux. Ils l'ont déjà dans leur poche. Ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de le lire quand même. Et on sait que vous êtes directeur du développement durable de Bouygues, mais vous portez aussi un discours qui est, je dirais peut-être pas radical, mais où de plus en plus, vous portez aussi un message qui clairement indique qu'on n'est pas encore peut-être tout à fait au rendez-vous. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Évidemment, je vous laisserai présenter vos activités si vous le souhaitez, mais est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler d'une certaine manière l'urgence, quoi, de manière un peu brute et sans détour, parce que le risque sur ces sujets, c'est aussi parfois qu'on... Voilà, on vient d'en parler juste à l'instant avec l'ADEME, d'essayer de savoir si oui ou non on trouve le bon niveau de discours, suffisamment positif ou négatif. Voilà. Donc peut-être cette première question, est-ce que vous pensez qu'on est au rendez-vous de l'urgence? Ce qui est radical, c'est pas mon discours, hein, c'est tout simplement les faits scientifiques qui sont radicaux dans la mesure où on a tellement procrastiné avant de se rendre compte qu'on n'allait pas dans la bonne trajectoire. Il va falloir qu'on essaye de rattraper un peu notre retard, et c'est là que les choses se compliquent. Donc, moi, je fais que répéter ce que dit la science, ce que d'autres font également, aussi bien que moi, je pense. On a quand même la chance d'avoir pas mal d'éminents scientifiques en France qui s'expriment sur ce sujet régulièrement et qu'on entend un peu plus dans les médias. Et la science nous dit quoi? Elle nous dit que si on veut rester sous les 1,5 degré de réchauffement moyen, ce qui est déjà une catastrophe en soi, on a déjà vu avec 1,2 degré ce que ça a donné notamment dans la région Aquitaine cet été. En effet. Et ça va devenir la norme dans les années qui viennent. Et il n'y aura pas de retour à la normale, comme on dit, vu que le climat dégradé qu'on connaît, ça va juste être de pire en pire. On peut juste limiter encore un peu le pire en question, mais de toute façon, on sait très bien que ça ne va pas s'arranger. Donc non seulement il va falloir qu'on réduise très rapidement pour ne pas aggraver la situation, mais il va falloir aussi de toute manière qu'on s'adapte, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc les 400 gigatonnes qui nous restent à émettre pour rester sous les 1,5 degré au rythme actuel des émissions mondiales, le GIEC nous dit qu'en moins de 10 ans, on aura breaké ces 1,5 degré, alors qu'on était censé tenir jusqu'à 2100 avec ce budget des 400 gigatonnes. Donc c'est là qu'on voit qu'on est quand même complètement à côté de la plaque en termes de trajectoire de décarbonation à l'échelle planétaire. Mais la France est loin d'être un bon élève, vu qu'on est aussi mauvais que les autres, et même un peu plus mauvais dans la mesure où on fait partie de ces pays qui ont largement profité de la manne pétrolière, gazière, charbonnière pendant des décennies, et on a une dette morale vis-à-vis des pays du Sud de déconsommer nos énergies fossiles plus rapidement que les autres pour laisser un petit peu de droit à polluer à tous ces pays qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue de gaspiller les énergies fossiles pendant des décennies. Donc sinon, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des migrants climatiques qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous voir dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, je crois que ce sujet est d'ailleurs particulièrement d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, à partir du moment où on a fait ce constat qui est un constat froid, comment on reconfigure les modèles économiques des entreprises, parce que c'est les entreprises qui créent la valeur jusqu'à présent, et comment on va pouvoir adopter des trajectoires crédibles pour tendre vers le net zéro, parce que le seul objectif qu'on doit tous avoir dans moins de 28 ans maintenant, c'est de ne plus émettre du tout
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de contribuer à la neutralité carbone planétaire. Tout le reste, c'est anecdotique. Alors justement, pour essayer de maintenir justement ces conditions d'habitabilité dont vous parlez, c'est quoi les process qu'il faut réinventer et d'une certaine manière, quelles sont les filières qui sont vouées à se régénérer ou à disparaître? Vous parlez depuis le groupe Bouygues qui a plusieurs activités. On était tout à l'heure avec Jean-Louis Berger en train de parler de scénarios où à un moment donné la question de la construction de bâtiments et de logements sur certains scénarios de l'ADEME justement devrait considérablement diminuer. C'est quand même un exemple, comment vous abordez ça et voilà, cette question aussi des filières amenées à se transformer. Vous posez effectivement la bonne question. Dans les activités économiques, il y a, disons, on va dire qu'il y a trois catégories de business. La première, c'est celle qui concerne les besoins essentiels. Donc les besoins essentiels, donc l'alimentation, le logement, une certaine forme de transport, par tous les transports, mais une certaine forme de transport. Bon, on peut dire qu'on peut difficilement vivre sans, c'est vital. C'est pas parce que vous êtes sur des business qui correspondent à des besoins essentiels que vous les faites correctement, au sens des enjeux climatiques. Nous, par exemple, effectivement, dans le groupe Bouygues, on fait des bâtiments pendant des décennies, par inconscience, mais pas plus que nous, que les autres entreprises, les entreprises de notre secteur. On a utilisé des matériaux qui sont aujourd'hui montrés du doigt à juste titre, parce que rien que le ciment, c'est à peu près 6 à 7% des émissions de CO2 planétaires. C'est énorme. Donc, le but, c'est pas d'arrêter de construire. Le but, c'est de construire avec des matériaux moins émissifs. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire maintenant. Et il était grand temps de le faire en ayant plus recours aux biosourcés, aux géosourcés. Mais on sait très bien qu'il y a aussi un autre enjeu qui est l'enjeu biodiversité, qu'on ne va pas pouvoir continuer de construire sur des terrains qui doivent être laissés à la nature pour laisser les espaces vitaux aux espèces, pour leur laisser la possibilité de continuer de vivre et de se développer. Donc probablement que demain, les constructions neuves se feront plus exactement sur des terrains qui sont déjà viabilisés aujourd'hui, pour ne pas aller les implanter sur des terres vierges aujourd'hui. Et l'immense chantier dans mon secteur, dans le secteur de la partie construction, pour un des métiers du groupe, ça va être bien sûr la rénovation du parc existant, parce qu'on sait très bien que 75% du parc qui est aujourd'hui bâti existera encore en 2050, et que la grande majorité de ce parc, hélas, a été conçu et construit avec des normes de performance énergétique qui sont pas au niveau. Parce qu'à l'époque, les décideurs de l'époque n'avaient pas conscience de la finitude des ressources, ce qu'on a un peu plus conscience aujourd'hui. Donc il y a tout à rénover. Et donc, pour le coup, ça, c'est une activité qui va changer de nature, mais qui va continuer d'exister. Alors, est-ce que ça sera le cas pour la mode de masse, la fast fashion, hein? Est-ce que ça sera le cas pour une certaine forme d'alimentation? Est-ce que ça sera le cas pour certains types de transports, certains types de loisirs également? Non, il y a des business qui peuvent se reconfigurer et qui doivent l'être. Il y a des business qui vont devoir disparaître ou vraiment réduire beaucoup de voilure parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et puis, sans doute, qu'il y a des opportunités dans des business traditionnels de développement, là pour le coup, parce qu'on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs et notamment dans le secteur de l'agriculture. Est-ce que peut-être une question aussi sur, on a beaucoup parlé aujourd'hui achats responsables et décarbonation des achats. On avait ce matin un acteur que vous connaissez peut-être de l'énergie qui s'appelle Terega et sa directrice finance, achat et RSE nous parlait aussi de la façon dont ils accompagnaient finalement leurs fournisseurs par des forums et d'une certaine manière qu'elle les accompagnait dans cette transition parce que qui dit en effet changement de modèle dit forcément pour des groupes ou des ETI peut-être un impact extrêmement fort évidemment sur les fournisseurs. Ça vous de votre côté par exemple côté Bouygues aussi c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que en effet je sais pas dans le monde du bâtiment ça a été évoqué tout à l'heure par Gilles Matellier qui est ici avec nous des Forces françaises de l'industrie que ça veut dire autant d'artisans peut-être qui in fine en bout de chaîne seront impactés. C'est clair que l'empreinte carbone des entreprises, je pense que sans doute vous le savez, on raisonne en scope. Hein.
Et l'essentiel de l'empreinte carbone des grandes entreprises, c'est le fameux scope 3, c'est relatif à tout ce qu'on achète et qui rentre dans la composition de notre produit final. Et donc on ne pourra pas tenir notre trajectoire de contribution à la neutralité sans embarquer avec nous nos fournisseurs. C'est clair. Et c'est pour ça que depuis pas mal de temps maintenant, on les invite, nos fournisseurs, à réfléchir avec nous sur la façon dont on peut continuer de faire du business avec eux, mais en ayant des empreintes carbone divisées par 2 d'ici 2030 et puis en absolu d'ici 2050. Et ça, pour beaucoup d'entre eux, ils ne nous attendent pas parce qu'ils ont une surface financière qui leur permet donc d'investir dans des technologies alternatives. Et alors avec les gros fournisseurs, on n'a pas trop de difficultés à parler le même langage parce qu'on a les mêmes obligations vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis de nos propres parties prenantes. Avec les petits, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément le temps à consacrer pour re-questionner leur modèle économique. Et là, il va y avoir de la part des grandes entreprises, mais ce n'est pas spécifique à Bouygues, de la part des grandes entreprises, un nécessaire accompagnement de ces acteurs pour les aider à décarboner leur modèle d'affaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire que, certes, il va falloir qu'on booste l'économie circulaire, donc qu'il y ait beaucoup moins de génération de gaspillage de toute nature, mais ça ne permettra pas d'aller à la neutralité carbone, ça ne suffira pas, même si c'est absolument nécessaire. Et il faut commencer à envisager ce qu'on appelle une économie de l'usage, que je décris beaucoup dans le livre que j'ai coécrit avec Céline Puffardichvili, qui est de dire demain, peut-être qu'on va arrêter d'acheter à nos partenaires leurs produits, mais on va plutôt les louer. Les louer, sachant que l'intérêt demain pour ces fournisseurs-là, ça sera de passer d'une recette liée à la vente du produit à une recette liée à l'exploitation du produit. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible dans le bâtiment? Oui, tout à fait, c'est possible dans le bâtiment. On loue déjà de l'éclairage dans le bâtiment, on loue déjà de la moquette dans le bâtiment. Alors ça, c'est deux lots où ça fonctionne déjà comme ça. Mais il y a énormément d'éléments finis dans un bâtiment qui pourraient suivre ce même modèle. Et on envisage même, nous, demain, de faire une dissociation entre la vente du bâtiment construit et les matériaux constitutifs, les éléments constitutifs, donc de faire du bâtiment une banque de matériaux pour que les matériaux qui vont être utilisés pour un bâtiment, soit rénovés, soit en neuf, puissent être réutilisés une deuxième fois, une troisième fois dans un autre ouvrage, après une première vie dans un ouvrage. Alors ça peut apparaître comme de la science-fiction, mais ça n'est pas du tout, parce qu'il y a déjà des pays qui fonctionnent de cette manière-là. Et en doublant, en triplant la durée de vie des éléments finis, forcément, vous diminuez l'empreinte carbone d'un ouvrage. Alors, c'est des modèles économiques qui sont très disruptifs, qui nécessitent d'ailleurs des partenariats avec des partenaires financiers, avec des tiers financeurs, parce que le client n'est plus forcément propriétaire des éléments constitutifs. Donc, ça nécessite que le client rembourse à des industriels un droit d'usage, d'accès à ces matériaux. Donc, c'est des modèles économiques qui sont complètement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui vont nous permettre donc de continuer de jouir d'un certain confort matériel et des meilleures infrastructures possibles, mais avec une empreinte écologique, une empreinte ressource, une empreinte carbone qui pourra être divisée par 2, par 3 et par 4 dans le futur. Et c'est bien l'objectif qu'on doit tous avoir. Très bien. Alors, j'ai une autre question qui a trait à la notion d'innovation. Et je parle d'ici, moi je parle au titre aussi de l'agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine, où voilà, dans le rapport à l'innovation, on le sait tous, on a tous un rapport qui est beaucoup lié au monde de l'ingénieur. Consommateur, on est revenu à quelque chose de plus simple. On s'est rappelé que quand on était enfant, il y avait des dépanneurs, des réparateurs qu'on n'a plus vus, et c'est nous qui avons amené à arrêter les industriels à faire de l'obsolescence programmée. Et dans ce cas-là, c'était de la réflexion, mais on n'a pas fait peur aux gens. C'est simplement ça que je dis. Ouais, mais vous pouvez vous raccrocher au scénario 3 et 4 qui vont vous faire moins peur. Alors, non, encore une fois, honnêtement, c'est pas pour faire peur, c'est pour montrer ce que ça signifiait. Il y a différents chemins. On a fait exprès d'avoir des chemins très différents. On a fait exprès de ne pas se positionner
Voilà, et on regarde les impacts. Vous parliez de l'emploi. Effectivement, on a fait nos scénarios et après, on a regardé l'impact emploi. Et donc, je vous montre effectivement l'impact emploi, même si sur la partie emploi, notre modèle n'est pas forcément le meilleur. Voilà, il y a plein d'imperfections, etc. Mais peu importe. Voilà, et voilà, je vous montre effectivement et je vous dis, ben voilà ce qui se passe. Donc, on y va à celui-là, on n'y va pas, on va à l'autre. Et il y a plein de choix. Je vous ai montré le PIB, les emplois, je vous ai montré l'eau, je vous ai pas montré le sol, etc. Voilà, c'est pour aider au choix. Et le choix, il est complexe parce qu'on est sur du matériau complexe. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une toute dernière question, parce que dans quelques minutes, on est censé avoir l'intervention aussi de Monsieur Bonifay, mais ce débat est très intéressant. Moi, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit aussi, hier, on avait avec nous Amélie Poncin de BPI France, qui est coordinatrice du plan climat, et on évoquait pour aussi ce sujet entre la transformation un peu forcée, ou le fait qu'en effet, on dise attention, parce que là, on parle en effet de filières qui, d'ici 40 ans, auraient quand on bougeait, ça laisse aussi du temps, où il disait que malgré tout, dans l'appréciation du risque sur une entreprise, ils allaient intégrer de plus en plus le fait qu'une entreprise qui n'engage pas sa transition, qui ne montre pas qu'elle est déjà sur une feuille de route, qui montre qu'elle engage ses transitions, qu'elle soit digitale, qu'elle soit environnementale, sera le synonyme d'un risque, en fait, sur cette entreprise, et que donc l'investissement que des banques, que ce soit BPI ou que ce soit des banques privées, y mettront, évidemment, se retrouvera impacté. Donc moi, ce que je vois à travers, c'est que les cadres ou les masses que vous évoquez, finalement, permet aussi à terme de définir là où il va falloir qu'on pose des leviers, y compris en termes de main de soutien, parce que tu as raison, à la fois ça peut être, si c'est brutal, ça peut permettre de créer des mauvaises coms, mais il faut quand même qu'on se mette en ordre de marche, du coup, quand même relativement vite, parce que ce que vous décrivez n'est quand même pas... L'intérêt, c'est effectivement d'anticiper, c'est ce que je disais, c'est l'accompagnement le plus possible, d'anticiper et d'accompagner, que ce soit au titre privé ou aussi des soutiens publics, hein, évidemment. Donc, non, c'est toute la difficulté, c'est de choisir déjà, et puis ensuite d'aller et d'accompagner. On le voit bien aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Si, par exemple, on avait commencé à vraiment faire la politique de rénovation du bâtiment engagée par le Grenelle, je ne vais pas remonter au premier choc pétrolier, hein, certains n'étaient pas nés ici. Mais si on prend le Grenelle, il y avait des objectifs. Si on avait commencé en 2010 à faire les objectifs, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient embêtés aujourd'hui avec leur facture d'énergie. On ne l'a pas fait. En tout cas, pas du tout au rythme. Conclusion, il y a des gens qui se trouvent dans la mouise, alors que le logement social a énormément fait de rénovation énergétique, et c'est clair que dans le logement social aujourd'hui, vous avez des gens qui finalement vont subir la crise beaucoup moins que d'autres parce qu'ils ont des logements qui ont été rénovés, etc. etc. Donc, à force de dire « Ah oui, mais c'est pas rentable » ou « Je sais pas quand ça va se passer », le jour où ça se passe, là, c'est brutal. C'est très brutal. Si on prend le micro. Je rejoins Antoine, et peut-être que M. Bonifay va en parler, mais effectivement, si on sort de du seul capital risque financier et qu'on vient maintenant sur le capital environnemental et le capital social, ça va changer les choses. Absolument. Et si les PME savent qu'aujourd'hui, quand elles investissent là-dedans, elles vont avoir des effets de levier de développement et qu'en même temps, elles seront réassurées sans être dégradées, c'est un moyen d'avancer plus vite dans le changement. Ça, c'est clair. D'une certaine manière, l'exercice que vous faites, il est certes pour nous, pour les filières, pour les entreprises, pour les citoyens, mais j'imagine aussi que c'est un guide aussi dans la manière dont l'ADEME va elle-même produire sa propre politique. De toute façon, oui, et en même temps, on retrouve, pour nous, c'est un excellent support pour passer un certain nombre de nos messages. Voilà, évidemment, bien sûr, oui. Ça n'a pas été construit pour ça, mais au final, on peut l'utiliser pour ça. Parfait. Bon, on va être obligé d'arrêter ce moment de questions. On peut remercier M. Berger et le féliciter. Je vais juste récupérer, si vous pouvez, je suis désolé, comme je suis un peu handicapé, me passer la zapette. Et on va enchaîner en fait tout de suite en termes d'intervention. On va avoir dans quelques instants avec nous M. Fabrice Bonifay. Donc j'appelle aussi, vous qui êtes là, vous restez avec nous, puisqu'on va pouvoir faire ce moment conclusif en termes de plénière. Et puis évidemment, plus largement dans cet atrium du Palais de la Bourse,
j'invite ceux qui ne sont pas en rendez-vous encore à venir avec nous rejoindre en plénière pour ce temps ça va être la dernière plénière, et on a demandé donc à monsieur Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable et de la RSE du groupe Bouygues. Vous avez certainement entendu parler de lui, on l'entend beaucoup en ce moment dans des événements. Il a écrit un livre qui s'appelle L'entreprise contributive. Il va certainement nous en parler. Et il est par ailleurs président du collège des directeurs du développement durable, qui regroupe beaucoup de directeurs de développement durable du monde de l'entreprise notamment. Est-ce qu'on a avec nous monsieur Fabrice Bonifay? Coucou. Ah, très bien, vous nous entendez bien? Parfait. Super. Bon, on est très heureux de vous avoir avec nous pour cette conclusion. On vient de passer donc 2 jours dans le Palais de la Bourse de Bordeaux avec une trentaine d'exposants, acheteurs privés, acheteurs publics, grands groupes, ETI, un peu de PME aussi. Et évidemment, on essaye, vous l'avez compris par ce nom Néo Business, d'imaginer ce que peut être demain en région, la façon de penser des achats responsables, une décarbonation de l'économie et de se mettre d'une certaine manière toujours plus en ordre de marche avec les entreprises de la région pour accompagner le changement qui, on le comprend bien, commence à être plus que nécessaire. Et donc, on avait envie d'avoir votre éclairage, votre avis. On sait que vous avez écrit, je l'ai apporté, et d'ailleurs tous nos exposants auront ce livre, L'entreprise contributive, avec eux. Ils l'ont déjà dans leur poche. Ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de le lire quand même. Et on sait que vous êtes directeur du développement durable de Bouygues, mais vous portez aussi un discours qui est, je dirais peut-être pas radical, mais où de plus en plus, vous portez aussi un message qui clairement indique qu'on n'est pas encore peut-être tout à fait au rendez-vous. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Évidemment, je vous laisserai présenter vos activités si vous le souhaitez, mais est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler d'une certaine manière l'urgence, de manière un peu brute et sans détour, parce que le risque sur ces sujets, c'est aussi parfois qu'on... Voilà, on vient d'en parler juste à l'instant avec l'ADEME, d'essayer de savoir si oui ou non on trouve le bon niveau de discours, suffisamment positif ou négatif. Voilà. Donc peut-être cette première question, est-ce que vous pensez qu'on est au rendez-vous de l'urgence? Ce qui est radical, c'est pas mon discours, c'est tout simplement les faits scientifiques qui sont radicaux dans la mesure où on a tellement procrastiné avant de se rendre compte qu'on n'allait pas dans la bonne trajectoire. Il va falloir qu'on essaye de rattraper un peu notre retard, et c'est là que les choses se compliquent. Donc, moi, je fais que répéter ce que dit la science, ce que d'autres font également, aussi bien que moi, je pense. On a quand même la chance d'avoir pas mal d'éminents scientifiques en France qui s'expriment sur ce sujet régulièrement et qu'on entend un peu plus dans les médias. Et la science nous dit quoi? Elle nous dit que si on veut rester sous les 1,5 degré de réchauffement moyen, ce qui est déjà une catastrophe en soi, on a déjà vu avec 1,2 degré ce que ça a donné notamment dans la région Aquitaine cet été. En effet. Et ça va devenir la norme dans les années qui viennent. Et il n'y aura pas de retour à la normale, comme on dit, vu que le climat dégradé qu'on connaît, ça va juste être de pire en pire. On peut juste limiter encore un peu le pire en question, mais de toute façon, on sait très bien que ça ne va pas s'arranger. Donc non seulement il va falloir qu'on réduise très rapidement pour ne pas aggraver la situation, mais il va falloir aussi de toute manière qu'on s'adapte, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc les 400 gigatonnes qui nous restent à émettre pour rester sous les 1,5 degré au rythme actuel des émissions mondiales, le GIEC nous dit qu'en moins de 10 ans, on aura breaké ces 1,5 degré, alors qu'on était censé tenir jusqu'à 2100 avec ce budget des 400 gigatonnes. Donc c'est là qu'on voit qu'on est quand même complètement à côté de la plaque en termes de trajectoire de décarbonation à l'échelle planétaire. Mais la France est loin d'être un bon élève, vu qu'on est aussi mauvais que les autres, et même un peu plus mauvais dans la mesure où on fait partie de ces pays qui ont largement profité de la manne pétrolière, gazière, charbonnière pendant des décennies, et on a une dette morale vis-à-vis des pays du Sud de déconsommer nos énergies fossiles plus rapidement que les autres pour laisser un petit peu de droit à polluer à tous ces pays qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue de gaspiller les énergies fossiles pendant des décennies. Donc sinon, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des migrants climatiques qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous voir dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, je crois que ce sujet est d'ailleurs particulièrement d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, à partir du moment où on a fait ce constat qui est un constat froid, comment on reconfigure les modèles économiques des entreprises, parce que c'est les entreprises qui créent la valeur jusqu'à présent, et comment on va pouvoir adopter des trajectoires crédibles
pour tendre vers le net zéro, parce que le seul objectif qu'on doit tous avoir dans moins de 28 ans maintenant, c'est de ne plus émettre du tout de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de contribuer à la neutralité carbone planétaire. Tout le reste, c'est anecdotique. Alors justement, pour essayer de maintenir justement ces conditions d'habitabilité dont vous parlez, c'est quoi les process qu'il faut réinventer et d'une certaine manière, quelles sont les filières qui sont vouées à se régénérer ou à disparaître? Vous parlez depuis le groupe Bouygues qui a plusieurs activités. On était tout à l'heure avec Jean-Louis Berger en train de parler de scénarios où à un moment donné la question de la construction de bâtiments et de logements sur certains scénarios de l'ADEME justement devrait considérablement diminuer. C'est quand même un exemple. Comment vous abordez ça? Et voilà, cette question aussi des filières amenées à se transformer. Vous posez effectivement la bonne question. Dans les activités économiques, il y a, disons, on va dire qu'il y a trois catégories de business. La première, c'est celle qui concerne les besoins essentiels. Donc les besoins essentiels, donc l'alimentation, le logement, une certaine forme de transport, par tous les transports, mais une certaine forme de transport. Bon, on peut dire qu'on peut difficilement vivre sans, c'est vital. C'est pas parce que vous êtes sur des business qui correspondent à des besoins essentiels que vous les faites correctement, au sens des enjeux climatiques. Nous, par exemple, effectivement, dans le groupe Bouygues, on fait des bâtiments pendant des décennies, par inconscience, mais pas plus que nous, que les autres entreprises, les entreprises de notre secteur. On a utilisé des matériaux qui sont aujourd'hui montrés du doigt à juste titre, parce que rien que le ciment, c'est à peu près 6 à 7% des émissions de CO2 planétaires. C'est énorme. Donc, le but, c'est pas d'arrêter de construire. Le but, c'est de construire avec des matériaux moins émissifs. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire maintenant. Et il était grand temps de le faire en ayant plus recours aux biosourcés, aux géosourcés. Mais on sait très bien qu'il y a aussi un autre enjeu qui est l'enjeu biodiversité, qu'on ne va pas pouvoir continuer de construire sur des terrains qui doivent être laissés à la nature pour laisser les espaces vitaux aux espèces, pour leur laisser la possibilité de continuer de vivre et de se développer. Donc probablement que demain, les constructions neuves se feront plus exactement sur des terrains qui sont déjà viabilisés aujourd'hui, pour ne pas aller les implanter sur des terres vierges aujourd'hui. Et l'immense chantier dans mon secteur, dans le secteur de la partie construction, pour un des métiers du groupe, ça va être bien sûr la rénovation du parc existant, parce qu'on sait très bien que 75% du parc qui est aujourd'hui bâti existera encore en 2050, et que la grande majorité de ce parc, hélas, a été conçu et construit avec des normes de performance énergétique qui sont pas au niveau. Parce qu'à l'époque, les décideurs de l'époque n'avaient pas conscience de la finitude des ressources, ce qu'on a un peu plus conscience aujourd'hui. Donc il y a tout à rénover. Et donc, pour le coup, ça, c'est une activité qui va changer de nature, mais qui va continuer d'exister. Alors, est-ce que ça sera le cas pour la mode de masse, la fast fashion? Est-ce que ça sera le cas pour une certaine forme d'alimentation? Est-ce que ça sera le cas pour certains types de transports, certains types de loisirs également? Non, il y a des business qui peuvent se reconfigurer et qui doivent l'être. Il y a des business qui vont devoir disparaître ou vraiment réduire beaucoup de voilure parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et puis, sans doute, qu'il y a des opportunités dans des business traditionnels de développement, là pour le coup, parce qu'on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs et notamment dans le secteur de l'agriculture. Est-ce que peut-être une question aussi sur, on a beaucoup parlé aujourd'hui achats responsables et décarbonation des achats. On avait ce matin un acteur que vous connaissez peut-être de l'énergie qui s'appelle Terega et sa directrice finance, achat et RSE nous parlait aussi de la façon dont ils accompagnaient finalement leurs fournisseurs par des forums et d'une certaine manière qu'elle les accompagnait dans cette transition, parce que qui dit en effet changement de modèle, dit forcément pour des groupes ou des ETI, peut-être un impact extrêmement fort évidemment sur les fournisseurs. Ça, vous, de votre côté, par exemple côté Bouygues aussi, c'est quelque chose qui est important, parce que ça veut dire qu'en effet, je sais pas, dans le monde du bâtiment, ça a été évoqué tout à l'heure par Gilles Matélier qui est ici avec nous, des Forces françaises de l'industrie, que ça veut dire autant d'artisans peut-être qui, in fine, en bout de chaîne seront impactés. C'est clair que l'empreinte carbone des entreprises
je pense que sans doute vous le savez, on raisonne en scope. Et l'essentiel de l'empreinte carbone des grandes entreprises, c'est le fameux scope 3, c'est relatif à tout ce qu'on achète et qui rentre dans la composition de notre produit final. Et donc on ne pourra pas tenir notre trajectoire de contribution à la neutralité sans embarquer avec nous nos fournisseurs, c'est clair. Et c'est pour ça que depuis pas mal de temps maintenant, on les invite, nos fournisseurs, à réfléchir avec nous sur la façon dont on peut continuer de faire du business avec eux, mais en ayant des empreintes carbone divisées par 2 d'ici 2030, et puis en absolu d'ici 2050. Et ça, pour beaucoup d'entre eux, ils ne nous attendent pas, parce qu'ils ont une surface financière qui leur permet donc d'investir dans des technologies alternatives. Et alors avec les gros fournisseurs, on n'a pas trop de difficultés à parler le même langage, parce qu'on a les mêmes obligations vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis de nos propres parties prenantes. Avec les petits, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps à consacrer pour re-questionner leur modèle économique. Et là, il va y avoir de la part des grandes entreprises, mais ce n'est pas spécifique à Bouygues, de la part des grandes entreprises, un nécessaire accompagnement de ces acteurs pour les aider à décarboner leur modèle d'affaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire que, certes, il va falloir qu'on booste l'économie circulaire, donc qu'il y ait beaucoup moins de génération de gaspillage de toute nature, mais ça ne permettra pas d'aller à la neutralité carbone, ça ne suffira pas, même si c'est absolument nécessaire. Et il faut commencer à envisager ce qu'on appelle une économie de l'usage, que je décris beaucoup dans le livre que j'ai coécrit avec Céline Puffardijuili, qui est de dire demain, peut-être qu'on va arrêter d'acheter à nos partenaires leurs produits, mais on va plutôt les louer. Les louer, sachant que l'intérêt demain pour ces fournisseurs-là, ça sera de passer d'une recette liée à la vente du produit à une recette liée à l'exploitation du produit. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible dans le bâtiment ? Oui, tout à fait, c'est possible dans le bâtiment. On loue déjà de l'éclairage dans le bâtiment, on loue déjà de la moquette dans le bâtiment. Alors ça, c'est deux lots où ça fonctionne déjà comme ça. Mais il y a énormément d'éléments finis dans un bâtiment qui pourraient suivre ce même modèle. Et on envisage même, nous, demain, de faire une dissociation entre la vente du bâtiment construit et les matériaux constitutifs, les éléments constitutifs, donc de faire du bâtiment une banque de matériaux pour que les matériaux qui vont être utilisés pour un bâtiment, soit rénovés, soit en neuf, puissent être réutilisés une deuxième fois, une troisième fois dans un autre ouvrage, après une première vie dans un ouvrage. Alors ça peut apparaître comme de la science-fiction, mais ça n'est pas du tout, parce qu'il y a déjà des pays qui fonctionnent de cette manière-là. Et en doublant, en triplant la durée de vie des éléments finis, forcément, vous diminuez l'empreinte carbone d'un ouvrage. Alors, c'est des modèles économiques qui sont très disruptifs, qui nécessitent d'ailleurs des partenariats avec des partenaires financiers, avec des tiers financeurs, parce que le client n'est plus forcément propriétaire des éléments constitutifs. Donc, ça nécessite que le client rembourse à des industriels un droit d'usage, d'accès à ces matériaux. Donc, c'est des modèles économiques qui sont complètement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui vont nous permettre donc de continuer de jouir d'un certain confort matériel et des meilleures infrastructures possibles, mais avec une empreinte écologique, une empreinte ressource, une empreinte carbone qui pourra être divisée par 2, par 3 et par 4 dans le futur. Et c'est bien l'objectif qu'on doit tous avoir. Très bien. Alors, j'ai une autre question qui a trait à la notion d'innovation. Et je parle d'ici, moi je parle au titre aussi de l'agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine, où voilà, dans le rapport à l'innovation, on le sait tous, on a tous un rapport qui est beaucoup lié au monde de l'ingénieur, à la technologie et tout. Et je me demandais, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, justement si le soutien d'une certaine manière à l'innovation, il peut rester de même nature à l'heure où l'intérêt général, l'intérêt du bien commun est vraiment en train de bifurquer. Et donc, et comment ça se traduit, y compris d'ailleurs dans un groupe comme le vôtre, et si ça finit par changer un peu les profils aussi qu'on va rechercher. C'est sûr que l'approche technocentrée qu'on a pu avoir ces dernières années, ce que j'appelle moi le technosolutionnisme,
c'est vrai que ça nous a beaucoup intéressés, nous, dans les grandes entreprises peuplées d'énormément d'ingénieurs. On a regardé un petit peu ces solutions technologiques comme étant les réponses à tous nos problèmes. Mais rien n'est plus fou que ça, en fait. On va avoir besoin, bien sûr, de la technologie, mais en fait, les vraies innovations demain, c'est ce que je viens de vous dire, elles seront surtout organisationnelles, elles seront surtout dans les modèles d'affaires, et elles seront surtout centrées sur la sobriété, c'est-à-dire comment on va innover, non pas pour de l'efficacité énergétique, mais qui est une fausse bonne idée. Il faut le faire, mais l'efficacité énergétique ne suffira pas pour réduire en absolu l'usage des ressources d'énergie. Il faut mettre en place des politiques de réduction de la production et de la consommation, donc il faut rendre ça désirable, de manière à pouvoir nous resynchroniser aux limites planétaires. Parce que notre boussole aujourd'hui, ça doit être les limites planétaires. Il y en a 9. On connaît celle du climat qu'on est en train d'exploser, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les ressources en métaux, et de faire croire que on va pouvoir remplacer tout le parc thermique de véhicules par des véhicules électriques. On sait que c'est faux. Il n'y aura pas assez de lithium, il n'y aura pas assez de cobalt, il n'y aura pas assez de nickel. Donc, il va bien falloir que dans les modèles économiques de l'automobile demain, eh bien, on passe à un modèle économique qui est basé aujourd'hui sur la possession de la voiture, à demain à un modèle économique basé sur l'usage de mobilité, intégré bâti, et on partagera les devices de mobilité parce qu'on ne pourra pas tous, malheureusement, avoir un device propriétaire. Donc on voit bien que l'innovation, là, elle ne sera pas forcément dans la technique, mais elle sera dans le modèle d'affaires. Donc nous, on travaille beaucoup aujourd'hui sur cette innovation dans les modèles d'affaires, dans l'organisation, parce que c'est là qu'on aura des ruptures entre les compétiteurs qui peuvent être tout à fait majeures, mais il n'y aura pas, enfin en tout cas je suis persuadé qu'il n'y aura pas de technologie magique qui permettra de résoudre tous nos problèmes et de continuer un certain développement économique indépendamment des contraintes physiques qui s'imposent à nous. Ça, c'est une vue de l'esprit. Il faut tordre cette idée reçue qui est une idée fausse et qui ne repose sur aucun paradigme économique réaliste aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce que vous dites rejoint beaucoup de sujets qu'on a touchés du doigt à travers, je pense hier on parlait des accompagnements des industriels avec Grégory Richard d'OPO sur l'industrie circulaire et qui nous présentait des nouveaux business models de ce type-là. On voit bien que c'est naissant et que ça commence vraiment à rentrer dans le discours, y compris d'accompagnement en effet du tissu de PME. Par contre, à travers ces tables qu'on a eues, on a eu aussi des entreprises vraiment très intéressantes que je vous invite à découvrir d'ailleurs, Fabrice Bonifay. Je pense à Materup qui nous fait un béton avec de l'argile crue que vous connaissez peut-être. On a un accord de partenariat avec eux parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des innovations low-tech qui sont extrêmement intéressantes et on les connaît bien et ça va tout à fait dans le bon sens. Alors justement, ce qui est particulier chez eux, mais qu'on a vu aussi chez d'autres, c'est aussi des profils d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc c'était ma question suivante, un petit peu, c'est l'entreprise contributive, elle a quel entrepreneur derrière? C'est-à-dire elle a des startups en effet industrielles qui vont aller titiller les nouveaux modèles, qui jouent un rôle de poil à gratter, mais où il faudra en effet questionner la possibilité qu'elle soit en effet scalable ou qu'elle puisse passer à l'échelle. C'est des gens qui finalement maintenant mettent leurs valeurs directement sur la table. C'est quoi le profil aujourd'hui? Alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais pour avoir votre ressenti. Moi, je pense que le bon profil, c'est d'abord d'avoir des entrepreneurs qui connaissent bien les limites planétaires. Jean Covici dit qu'il faut une vingtaine d'heures pour comprendre ces phénomènes-là, il a raison. Et si on n'a pas conscience qu'on est sur une planète qui est finie en ressources, on ne peut pas être un bon entrepreneur aujourd'hui. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans le livre, on explique bien que la raison d'être de l'entreprise doit être recalée par rapport aux limites planétaires. Donc une fois qu'on a compris le budget dont on dispose pour faire son business, le budget métaux, le budget carbone, une fois qu'on a compris les ressources, parce que finalement c'est quoi le business? C'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs. Mais maintenant on ne peut plus dans une logique no limite de croissance infinie dans un monde qui est fini en ressources. Ça fait 50 ans qu'on le sait, mais ça fait 50 ans qu'on l'ignore dans les faits.
Donc aujourd'hui qu'on est en train d'être rattrapé par la résilience planétaire qui est en train de faiblir, parce que on voit bien que les changements climatiques commencent à affecter l'ensemble des industries, l'agriculture, avec les sécheresses, les canicules, même le bâtiment. On ne va pas pouvoir continuer de faire travailler les ouvriers dans les mois de canicule à 45 degrés dehors. C'est pas possible. Et puis on voit bien aussi tous les dégâts que ces canicules procurent sur les bâtiments aujourd'hui en termes de fissuration, d'argile, etc. Donc on est vraiment, non seulement il va falloir qu'on réduise, mais il va falloir qu'on s'adapte. Donc les entrepreneurs, le mindset des entrepreneurs de demain, c'est des entrepreneurs qui doivent avoir conscience de ces limites, qui doivent travailler absolument sur les modèles d'affaires contributifs ou régénératifs, peu importe la sémantique, et entraîner avec eux leur supply chain, non plus dans un rôle, dans une posture contrôle-commande comme on connaît trop aujourd'hui, dans une posture beaucoup plus collaborative, où on va générer ce qu'on appelle des écosystèmes. Des écosystèmes où on va être beaucoup plus transparent qu'on l'est aujourd'hui sur qui gagne quoi, pour faire en sorte de fidéliser plus les supply chains, pour les considérer en fait dans le team de l'entreprise, et ce qui permettra d'ailleurs de pérenniser l'approche de la création de valeur de ces entreprises d'un nouveau type. Et pour ça, il faut mettre en place un nouveau système comptable également, c'est ce qu'on dit dans le livre, pour compter la valeur différemment et intégrer dans les prix les sommes qui sont nécessaires pour amortir les investissements qui vont être indispensables pour maintenir en bonne condition les écosystèmes et la reconstitution des ressources. Alors ça, c'est super ce que vous dites, parce que ça fait écho à hier soir, on avait une table avec Alexandre Rambaud, de la chaire de comptabilité écologique, et avec aussi avec BPI France, Amélie Poncin, et aussi Stéphane Ouvrard de Kedge, qui est un spécialiste aussi des questions d'extra-financiers. Et donc, on a bien senti hier quand même qu'il y avait un vrai sujet, quelque chose d'extrêmement intéressant, et on sent bien que dans la décennie qui vient, ces sujets vont ruisseler, c'est-à-dire de la mesure du risque, de l'impact à travers, y compris la comptabilité d'entreprise. Mais alors très clairement, pour le dire trivialement, je vois bien que pour l'instant, y compris dans le tissu d'entreprise qu'on a, on en est encore extrêmement loin. Hélas. Déjà, de pouvoir sortir du cœur, de parler de l'amont et de l'aval, c'est une chose, mais de réussir en effet à dire après, on va jusqu'à intégrer ça dans sa comptabilité, de prendre en compte des impacts, d'autres matérialités, etc. On a l'air d'en être encore loin. C'est vraiment un constat que je partage avec vous. C'est pour ça que dans mon association de C3D, où on est 255 entreprises, on essaye de mettre à niveau le plus possible nos membres pour que nos membres puissent intégrer ces nouvelles façons de compter la valeur, d'apprécier la performance, comment faire pivoter les modèles d'affaires, parce que c'est ça, en fait, c'est ça les enjeux aujourd'hui, c'est ça nos enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et on essaye aussi de faire pression sur les écoles. Donc, vous avez parlé de Kedge, mais toutes les écoles doivent accepter de revoir les contenus pédagogiques qui sont enseignés aux élèves, à commencer par les écoles de commerce d'ailleurs, parce qu'on leur enseigne le monde d'avant, alors que le monde d'avant, il ne faut plus l'enseigner. C'est plus ça qu'il faut enseigner aux jeunes aujourd'hui. Et d'ailleurs, les jeunes ont bien conscience qu'ils ne veulent plus subir ces cours de marketing, de publicité, de produits bullshit et de génération, de création de valeur de l'inutile. Les collaborateurs et les collaborateurs des entreprises et les étudiants veulent intégrer des entreprises qui participent au bien commun, où il y a du sens, où ils se sentent utiles à la fois pour les clients, mais aussi pour la nature, pour l'intérêt général. Et de plus en plus, les personnes, les salariés n'ont plus envie de travailler dans des entreprises écocides, prédatrices, dont on sait qu'elles sont en train de mener l'humanité au chaos. Donc les contenus pédagogiques des écoles doivent être complètement revus, et on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on fait des MOOC pour accompagner les élèves en dehors de leur cursus, pour ceux qui veulent se former aujourd'hui. Et il y a quand même pas mal de littérature. Et c'est vraiment un drame d'ailleurs que les écoles soient si en retard, pas simplement en France, mais elles mettent comme ça quelques cours développement durable, là, ça fait bien, mais elles ne changent pas le cœur de leur contenu pédagogique. Et ça, c'est vraiment un drame pour la France. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle ensemble, le temps passe très vite. Je vous propose peut-être qu'on prenne quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ?
il faut se lancer. Donc soit j'en trouve une autre entre-temps, soit vous en avez déjà une. Peut-être sur les sujets, je ne sais pas, aussi de... Ah, si c'est bon, on en a une. Alors, n'hésitez pas à vous présenter, que Fabrice Bonifay puisse savoir d'où vous parlez. Oui, bonjour Monsieur Bonifay, je suis Sabine Jean-Dubourg, consultante en achat responsable et acheteur engagé depuis 1996 pour diminuer l'impact des achats via des stratégies produits plus responsables chez des fournisseurs plus responsables dans le cadre d'une relation fournisseur responsable. Ce que vous dites, bon évidemment je suis complètement d'accord avec vous, ça je ne peux pas ne pas être d'accord. Vous êtes dans une très grande entreprise, de plus en plus de jeunes ne veulent plus travailler dans ces grandes entreprises, et moi je voudrais avoir votre avis sur ça. Est-ce que justement on doit déserter les grandes entreprises parce qu'elles ne sont pas vertueuses, ou est-ce qu'on doit essayer de les changer de l'intérieur? Vous avez répondu à la question. Moi j'ai hésité, mais je pense que ce que je dis aux jeunes quand j'interviens dans les écoles, c'est vous pouvez faire comme Greta, j'ai beaucoup de respect pour Greta, c'est manifester tous les vendredis, faire la grève, ça marche, mais vous pouvez, il y a une autre solution, il y a une autre stratégie, c'est de rentrer dans les grandes entreprises et essayer de changer des choses de l'intérieur, c'est ce que j'essaye de faire, et il y a quand même des marges de manœuvre. Il ne faut pas croire que tout est figé, surtout qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué pour les grandes entreprises de faire semblant de comprendre. Les pressions arrivent de toutes parts, elles arrivent des clients, elles arrivent des investisseurs, elles arrivent des banquiers, elles arrivent des prospects, etc. Donc le greenwashing vit ses dernières heures. Il y en a eu beaucoup ces dernières années, je l'ai vu de mes yeux, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on est au moment d'une bascule et qu'on est dans la décennie où les choses vont se transformer. Donc, c'est surtout pas le moment de déserter les grandes entreprises, c'est au contraire le moment d'y venir pour accompagner cette transition. Merci. Vous avez une autre question. Gilles Matelier, qui veut aussi poser une question. Présente-toi, Gilles. C'est plus un rebond. Bonjour. Oui. Donc, Gilles Matelier-Galet, je représente les forces françaises de l'industrie en Aquitaine, mais à titre professionnel, j'accompagne les PME dans leur stratégie RSE et décarbonation. Si on va dans votre philosophie de rupture, Monsieur Bonifay, quel est l'avenir des grands groupes, du coup? Parce que si on doit avoir une économie aussi beaucoup plus décarbonée, moi je vais prendre l'exemple dont vous parliez et dont Antoine parlait, c'est Materop. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'entreprise idoine. C'est une entreprise qui va créer des unités de production locales en utilisant des moyens de transport qui sont des transporteurs routiers, mais locaux. Donc on diminue l'empreinte carbone de façon importante, en utilisant du sourcing et des matières qui sont locales aussi, notamment là c'est l'argile, et des entreprises comme ça qui sont des PME, il y en existe beaucoup, elles travaillent fortement là-dessus, et moi j'ai plus l'impression que c'est en allant vers ça, et avec votre idée de revenir à un rating qui ne serait plus que financier, mais plutôt environnemental et social, donc un rating beaucoup plus RSE, qu'on y parviendra. Parce que vous pouvez avoir votre discours de grand groupe. La vérité, c'est qu'à la fin, vos acheteurs, quand il y a un programme immobilier ou un programme de TP, on va aller demander aux artisans ou aux PME le prix. Et vous pourrez dire tout ce qu'on veut pour l'instant. Moi, j'espère qu'on va sortir et qu'on va aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous expliquez, développer, parce que des PME le font déjà, mais elles arrêtent parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça leur coûte de l'argent et on leur demande derrière, pour être sourcées, d'avoir un prix infime. Donc elles perdent de l'argent pour être positives et avoir un impact positif pour la planète. Bon, en tout cas, si vous voulez que je vous dise que le développement durable, ça va être moins cher pour tout le monde, la réponse est non, ça va être de plus en plus cher, parce qu'il va falloir qu'on intègre des externalités négatives dans nos coûts, ce qu'on n'a jamais fait depuis toujours. Et c'est vrai, ce que vous dites, qu'on est toujours sur une approche du moins 10 ans aujourd'hui, ce qui est un non-sens à l'aune où on doit prendre en compte ces externalités. Maintenant, ces équations économiques, ces injonctions contradictoires entre vouloir toujours plus vert et toujours moins cher, on en voit les limites aujourd'hui. Et là, c'est là que le régulateur doit arriver. C'est que le régulateur, c'est son rôle, notamment pour les marchés publics,
d'imposer qu'on paye le vrai prix pour des objets ou des produits ou des infrastructures véritablement durables. Donc ça fait quand même des années, et nous on n'a jamais fait le lobbying contre, qu'on réclame un prix au carbone. Il est question que ça finisse par arriver, il était temps, et qu'on puisse prendre en compte dans les appels d'offres au même niveau que les critères financiers, les critères extra-financiers, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, je vais vous dire aussi autre chose qui est plus forte, c'est qu'il va falloir aussi qu'on prenne conscience que de toute manière, si on veut sauver le climat et sauver l'humanité, il va falloir qu'on gagne moins. Et grands groupes et PME, et ça. Donc on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on baisse nos rémunérations, c'est une évidence. Et parce qu'on ne pourra pas soutenir les niveaux de transactions tels qu'on les connaît aujourd'hui dans un monde qui va se contracter au niveau de ses flux physiques de 3 ou 4% par an, parce que ça va être le cas. Donc ça, il faut aussi avoir le courage politique de le dire, ce que peu d'hommes politiques ou femmes politiques osent dire aujourd'hui. L'économie va se contracter, donc il va falloir planifier ce qu'on veut maintenir qui corresponde à des besoins essentiels, et ce qu'il va falloir qu'on apprenne à s'en passer, parce qu'on ne pourra pas continuer avec le même niveau d'utilisation de ressources qu'on a connu depuis ces dernières décennies. Ce n'est juste pas tenable avec 8 milliards d'habitants sur cette planète. Donc c'est ça aussi la planification écologique, c'est de faire des choix sur ce qu'on veut maintenir et ce qu'il va falloir qu'on ralentisse ou qu'on diminue. Peut-être une autre question, une dernière question? Sinon, j'en aurais une, bien sûr. Allez, dans ce cas, moi, je vais vous en poser aussi une dernière, et après, on vous libérera. En fait, vous avez écrit très récemment une tribune qui était co-signée avec un certain nombre d'élus. Et je pense notamment, on avait tout à l'heure d'ailleurs un des élus de la ville de Poitiers et du Grand Poitiers qui nous parlait de leur spaser et de l'impact de la commande publique sur justement les achats responsables et peut-être plus locaux. Et évidemment, la co-signature de cette tribune me marque parce que dedans, il y a des élus écologistes, des élus de gauche. Et donc, j'ai une question qui n'est pas polémique, mais une question qui est malgré tout un peu politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous sentez aussi qu'on est en train de prendre un virage là-dessus? Et est-ce que ces questions écologiques dans le monde économique sont solubles dans tous les types de politiques? Vous savez, la situation est tellement grave, elle est tellement dramatique, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Enfin, vous, je pense que oui, mais hélas, il y a encore beaucoup de Français qui sont climato-sceptiques. Il y a encore beaucoup de Français qui n'ont pas pris la mesure du shift qu'il va falloir qu'on opère pour, si on veut vraiment maintenir des conditions de vie acceptables dans les années qui viennent. Et cette guéguerre gauche-droite sur ces enjeux-là, moi personnellement, je trouve que ça me dépasse un peu. On a tous un intérêt collectif à prendre conscience que notre modèle de développement n'est pas soutenable et qu'il va falloir qu'on apprenne à être heureux en dépensant beaucoup, beaucoup moins d'énergie. L'empreinte carbone d'un Français moyenne, c'est une dizaine de tonnes à peu près. Il faut que dans 28 ans, elle soit à 2 tonnes. Faites votre bilan carbone personnel et vous allez vous apercevoir que c'est pas une sinécure de passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Alors comment on passe de 10 tonnes à 2 tonnes en restant heureux en fait? Parce que finalement, de quoi avons-nous réellement besoin? De quoi avons-nous besoin? C'est ça la question que les politiques doivent se poser, de droite comme de gauche. Et on a besoin de satisfaire à nos besoins, à ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Hein. Et puis après, il y a tout un tas de consommations parasites auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on se déshabitue. Et notamment sur la taille de nos véhicules, sur la façon dont on part en vacances, sur l'alimentation, etc. Et donc ça, on peut prendre le problème par tous les bouts. Il va bien falloir quand même que tôt ou tard, on comprenne que les modes de vie que moi j'ai connus et que mes parents ont connus, et peut-être, oui, mes parents, mais pas avant d'ailleurs, eh bien, ce sont des modèles de vie qui sont insoutenables pour la planète et pour le climat. Donc, et comme je ne crois pas à des ruptures technologiques à brève échéance qui pourraient nous permettre de continuer comme avant
avec une empreinte moindre. C'est des leurres technologiques. On l'a bien vu avec la Smart City, on l'a bien vu avec l'hydrogène, avec les énergies renouvelables. On va avoir besoin de tout ça. Mais en tout cas, ça ne sera pas à l'échelle de ce que les énergies fossiles nous apportent aujourd'hui. Donc, il faut prendre conscience de ça, il faut l'accepter, il faut faire son deuil d'un certain paradigme de développement et puis construire des narratifs positifs, des utopies basées sur la frugalité, la sobriété, qui ne veut pas dire misère, qui ne veut pas dire retour au Moyen-Âge, qui ne veut pas dire Amish, qui ne veut pas dire se couper des liens sociaux. C'est pas ça du tout. C'est inventer des modes de vie, tout simplement, qui sont compatibles avec les limites planétaires. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Et tant qu'on n'acceptera pas ça, ben on continuera de mentir et ça va être de plus en plus compliqué. Très bien. Merci beaucoup Fabrice Bonifay pour ces messages. Vous avez conclu admirablement ce salon. On a encore quelques rendez-vous qui sont en train de se tenir, je pense jusqu'à 6 heures. Et en tout cas, on essaye depuis la Nouvelle-Aquitaine. Il y a énormément d'acteurs qui jouent, je ne les citerai pas maintenant et je ne vous les citerai pas tous, mais on essaye de favoriser ce décloisonnement, cette prise de conscience. On l'a entendu aussi avec des prises de position, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, sur le sujet des éco-socio-conditionnalités, qui commence aussi à devenir un sujet dans la façon dont on peut soutenir ces innovations vers la sobriété et de la décarbonation, entre autres. Merci beaucoup pour votre intervention. On peut Merci à vous. Vous applaudir. Merci à vous. Et puis on espère vous recroiser bientôt en Nouvelle-Aquitaine. On refera un point et on démontrera que ça a avancé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bonifay, et bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci à tous. Je vous remercie. Vous avez été un super public, très attentif et qui a posé des questions. On vous invite à aller évidemment profiter des derniers rendez-vous et d'encore un peu de networking. Et puis ensuite, de revenir chez vous et peut-être demain de revenir sur les sujets de chaleur renouvelable que l'ADEME nous propose dans ce lieu, ou le 15 aussi novembre, puisqu'il y a un temps dédié à l'éco-conception dans ce même endroit. Le World Impact Summit à la fin du mois aussi, à qui on peut faire un peu de publicité. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas les seuls aussi à créer des événements qui vont dans ce sens-là. On s'y retrouvera. Merci à tous et à bientôt.